Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit retard, petit problème logistique. Donc, je me présente rapidement, Mathilde Dignet, je suis députée en Ille-et-Vilaine. Je suis heureuse de co-animer cette conférence avec Louis Boyard, qui est mon cadet, parce que selon la SNCF, je ne fais plus partie de la jeunesse, puisque j'ai eu 30 ans cette année. Mais bon, je suis quand même fière de faire partie du groupe parlementaire le plus jeune de l'Assemblée nationale, puisque 19 des députés sur les 75 que l'on est ont moins de 35 ans, dont notre présidente Mathilde Panot, qui est une de mes contemporaines. Donc vous le savez, la jeunesse, c'est pas une catégorie homogène, selon que l'on soit riche, pauvre, à la campagne, en ville, racisé ou non, selon notre genre, on accumule plus ou moins de difficultés. Et il y a Jean-Yann, il disait les hommes naissent libres et égaux en droit, après ils se démerdent. Et du coup, je vais laisser Louis, Camille et Gwen qui vont vous parler de la jeunesse étudiante et des quartiers populaires. Ils sont plus légitimes que moi pour vous parler d'eux, parce que moi, mon parcours à la fac s'est arrêté après un an de psycho, et je suis très vite revenue à mes premiers amours, l'agriculture. Donc moi, je m'intéresse plutôt à la jeunesse rurale, et je vais faire un petit détour quand même si c'est assez intimidant, puisque même si j'estime bien connaître la jeunesse rurale, Benoît Coquart, ici présent, pourra compléter mes propos. Et je vous conseille d'ailleurs de lire son livre « Ceux qui restent ». Ça vous offrira un voyage dans notre monde dans lequel je me suis reconnue. Et d'ailleurs, Benoît reviendra sans doute avec beaucoup plus de précision que je ne pourrais le faire sur les différentes catégories de cette jeunesse rurale. Donc, pour répondre à l'énoncé de cette conférence, comment combattre l'abstention de la jeunesse pour une majorité populaire, je vous propose de répondre au préalable à une question. Est-ce que les jeunes sont-ils à ce point désintéressés des questions politiques ? Eh bien, pour moi, cette question, elle est importante, parce que pour voter, il faut tout de même s'intéresser un minimum à la politique. Penser qu'elle peut changer nos vies, ou au moins se sentir représenté, et que, par exemple, qu'on soit jeune intérimaire dans une usine agroalimentaire en Bretagne, ou un jeune qui sort d'une grande école, la politique a un impact sur nos vies. Donc, le vote, est-ce qu'il peut changer ça ? En fait, c'est tout le pari de la démocratie. Et pourtant, on constate que dans la jeunesse populaire, comme dans la jeunesse universitaire conscientisée, on a du mal à y croire. On a du mal à y croire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'abstention des jeunes se situe entre 30 et 40% selon les classes d'âge. Si je prends par exemple la jeunesse universitaire conscientisée, il y a le journal régional Ouest France qui revenait sur le parcours des étudiants, des étudiantes des grandes écoles déserteurs. Ceux qui font partie des groupes notamment issus de AgroParisTech, Polytechnique, HEC, qui avaient pris la parole pendant les remises de diplômes pour remettre en cause et dénoncer pour remettre en cause leur école et dénoncer le caractère systémique de la crise climatique. Et en fait, ils en appelaient à ne plus travailler pour les entreprises climaticides. Et venant de Bretagne, moi je peux comprendre qu'ils ne veulent pas travailler pour Lactalis, pour Nestlé, pour Bigard, les géants de l'industrie dans ma campagne bretonne, qui se font du blé sur le dos de quelques-uns et qui crantent les inégalités sociales et qui sont responsables de beaucoup de désastres écologiques, notamment en Bretagne avec les algues vertes par exemple. Et donc l'article, il revenait sur ces jeunes qui s'essayent à la vie en collectif, sur des petites exploitations, dans des espaces de vie dans des espaces de vie construits collectivement et qui participaient du coup à la lutte écologique. Et tout cela, c'est très politique. Et l'une des interviewées, elle disait par contre,
qu'elle n'avait aucun espoir de changer ou de réformer AgroParisTech. Et c'est là où moi je suis un peu en désaccord avec elle, parce que justement changer nos écoles, notre enseignement supérieur, eh bien c'est possible en votant et en prenant le pouvoir. Par exemple, les lois qui encadrent l'enseignement agricole supérieur, eh bien, elles existent. Elles existent. La dernière loi en date, c'était celle sur la loi d'avenir de l'agriculture qui datait de 2014 et qui certes, était pas ambitieuse du tout sur l'enseignement agricole supérieur. Et la prochaine à venir, la loi d'orientation agricole qui arrive à l'automne, aura aussi un volet orientation-formation. Et donc, il y aura aussi possibilité de changer la loi et de réformer l'enseignement agricole supérieur. Et donc, moi, ce que je veux dire à cette jeunesse, c'est que voter, combattre l'abstention, peut les aider dans leurs objectifs de lutter contre le changement climatique et de réformer en conséquence l'enseignement supérieur. Voilà pour le petit focus là-dessus. Je vais laisser tout à l'heure parler Lucie Bozonnet, qui vient du MRJC, qui est secrétaire générale au MRJC, vous présenter un rapport une étude sur le rapport des jeunes ruraux à la politique. Mais comme je viens de ces jeunes-là, et que j'en rencontre aussi souvent sur ma circonscription, je voulais faire un petit focus là-dessus. Du coup, moi, j'observe la jeunesse populaire rurale qui n'a pas toujours les mêmes réalités que ses homologues des villes. On fait parfois des études plus courtes, des enfants plus tôt, on rachète des ruines pour les racheter parce que le marché locatif, il n'y a pas de marché locatif. Et on rencontre, et tous ces problèmes-là sont bien la source des politiques publiques. Par exemple, en campagne, quand on a des enfants et qu'il n'y a que 15 places dans la crèche du canton, que les classes, elles ferment, qu'on galère à trouver une AESH quand on a un petit en difficulté, eh ben, c'est un problème politique. Quand on enchaîne, comme mon frère qui bosse à la Poste, il enchaîne des contrats en CDD, et en fait, ça devient la norme qui met au banc de la société et du crédit immobilier tous ces jeunes-là qui enchaînent les CDD. Et quand les salaires ne suivent pas, et ben, quand on arrive à la station-service et qu'en fait, on est en train de se demander si on fait le plein, si on fait un demi-plein ou un quart de plein, parce que le gasoil est trop cher, mais qu'en fait, en milieu rural, la voiture, c'est quand même le seul moyen de mobilité parce qu'en fait, il n'y a plus de transport en commun, et ben ça, c'est aussi un problème politique. Et quand on joue au chat et à la souris avec Pôle emploi pour avoir un peu de temps pour retaper sa maison en ruine, qu'on a trouvé pas cher sur le Bon Coin, qu'on a accès à presque aucune aide pour rénover sa maison, ça aussi, c'est un problème politique. Et donc, avec tout ça, on rencontre du fatalisme et du découragement chez ces jeunes-là. Et il y a le doute qui persiste, qui existe, c'est la capacité du politique à changer leur vie. Eh bien, moi, ce que je veux leur répondre à ces jeunes, c'est que, justement, ces revendications, nous, en tant que parlementaires, c'est aussi notre rôle de les écouter et de les ramener à l'Assemblée nationale. Ou alors d'aller rencontrer le rectorat et de leur dire et de parler du problème de trouver des AESH. À l'Assemblée nationale, de parler de l'augmentation du salaire minimum, d'être contre l'augmentation du prix du carburant. Et surtout, je pense qu'entre le jeune ou la jeune qui sort d'AgroParisTech et celui qui est en train de retaper sa maison entre différents contrats d'intérim, eh bien, il y a un objectif commun. Il y a une volonté d'être plus autonome, une volonté de ne plus vivre dans du jetable. Il y a une volonté de sortir de la précarité ou de ne pas la connaître. Et au final, même si c'est des chemins différents, eh ben, tous ces jeunes-là, ils participent aussi à lutter contre le changement climatique et à lutter contre le capitalisme. Et enfin, il y a aussi, pour tous ces jeunes, un besoin de service public. Moi, je vois localement, en premier lieu, le service éducatif. Il faut un service éducatif en quantité, en qualité suffisante, qui réponde aux enjeux de notre temps. Et là encore, celles et ceux qui critiquent AgroParisTech et les jeunes parents qui sont en lutte contre les fermetures de classes, eh bien moi je pense qu'il y a des ponts à faire entre tous ces jeunes. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Benoît Coquart,
qui est sociologue et qui va nous apporter un peu une analyse sur la jeunesse en milieu rural. Bon bah merci. Je vais commencer par dire un truc un peu provocateur, mais moi je suis un sociologue spécialiste des jeunes ruraux qui a tendance à dire que les jeunes ruraux ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on regarde en fait le style de vie des jeunes, et notamment ce dont je vais parler là rapidement aujourd'hui, la manière dont ils se politisent, dont ils ont un rapport à la politique, le fait d'habiter en ruralité n'apporte peu par rapport globalement à la profession de leurs parents et plus encore à qui ils vont fréquenter au quotidien. Notamment, en gros, on peut faire deux distinctions pour comprendre un petit peu ce qui se trame aujourd'hui dans les campagnes, à partir justement de où vivent les jeunes et qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils sont diplômés, une fois qu'ils ont généralement passé le baccalauréat, comme l'écrasante majorité de la population aujourd'hui des jeunes générations. Dans certaines campagnes, les jeunes partent et reviennent très vite parce que ces campagnes-là sont sous l'ère d'influence des grandes villes. Et du coup, on a cette jeunesse estudiantine qui a tendance à être la jeunesse qui vote. Aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas le fait d'être jeune qui va peser le plus dans l'abstention, mais c'est le fait d'être peu diplômé. C'est-à-dire qu'un jeune diplômé, il aura tendance à voter beaucoup plus. Et même, on se rend compte qu'entre un BTS, par exemple, et un Bac+5, il y a énormément d'écart dans la participation, et même dans la conscientisation politique, dans le fait de se dire de droite ou de gauche, de savoir se positionner sur l'échiquier politique. Tout ça est largement plus corrélé au niveau de diplôme qu'à la génération. Et dans certaines campagnes, notamment en France, c'est les campagnes de l'ouest de la France, les campagnes qui sont dans les régions dites attractives, là où l'immobilier est un peu plus cher, là où on peut vivre à la campagne et en même temps bosser à la ville, bosser dans le tertiaire, avoir des métiers finalement qui sont dits qualifiés, et ben en fait on revient une fois qu'on est diplômé, parce qu'il y a une place pour vous là-bas. Et ça, ça impacte beaucoup, notamment la coloration politique. C'est dans ces régions-là qu'on trouve un relatif survote pour la gauche. Alors que dans les régions dans lesquelles je vis et dans lesquelles j'enquête, plutôt le Grand Est de la France industriel, quand on a un diplôme, même un tout petit diplôme, on ne revient pas. Pourquoi je vous prends un peu les mots qui revenaient chez mes enquêtés, qui étaient souvent des jeunes femmes, parce qu'on est sur des régions très populaires, où le taux de classe populaire dans la population est à peu près similaire au niveau d'un département à ce qu'on retrouve dans les quartiers populaires de périphérie des grandes villes, donc une écrasante majorité d'ouvriers et d'employés, plus encore chez les jeunes. C'est plutôt du coup les jeunes femmes qui sont amenées à quitter ces départements-là, parce que c'est elles dans la fratrie qui vont faire des études, alors que les frères, eux, vont plutôt tendance à s'insérer sur le marché des métiers manuels locaux. Elles me disent, je ne vais pas revenir faire caissière ou travailler à Amazon ou travailler dans l'aide à domicile avec mon Bac+3, mon Bac+5. C'est-à-dire que localement, en fait, le marché du travail, il n'a pas de place pour les accueillir. Bon, je vous dis tout ça pour un truc très simple. Qu'est-ce que ça produit dans ce qu'on appelle la socialisation politique? Qu'est-ce que ça fait de grandir dans des espaces où les étudiants, le style de vie estudiantin, la figure en fait des jeunes qui composent aujourd'hui la majorité de la jeunesse. Les jeunes, la majorité d'entre eux ont leur bac et vont faire des études petites ou plus ou moins longues. Le fait de ne pas les voir, ça fait qu'on a une espèce en fait d'hégémonie politique des idées de droite conservatrices. Pourquoi? Parce que les groupes les plus diplômés, qui sont ceux qui, en fait, dans la population, structurellement, depuis toujours, portent les idées de gauche, ils ne sont pas là dans l'espace public. Donc moi, dans mon bouquin, je racontais justement des expériences de jeunes qui me disaient, une fois arrivés chez eux, tu sais, moi, en fait, je ne suis pas vraiment Le Pen, parce que donc Le Pen, voilà, au sens de se dire d'extrême droite, mais tu comprends bien qu'ici, si je dis que je suis de gauche ou que j'ai un petit côté anarchiste, tout le monde va me traiter de feignant. C'est-à-dire que quand on a 20 ans, qu'on se stabilise sur le marché du travail local, en milieu rural, ça se joue beaucoup à la réputation. Et ça, la réputation, vous en avez une grande conscience. C'est un des très nombreux points communs que les jeunes ruraux de classe populaire ont avec les jeunes de quartier, qui sont aussi des enfants d'ouvriers comme eux, qui viennent aussi de territoires désindustrialisés comme eux, et qui viennent de coins où tout le monde se connaît, et où ta réputation va beaucoup jouer dans la manière dont tu vas te stabiliser sur le marché du travail, voire même sur le marché matrimonial, en tout cas rentrer dans la vie et se stabiliser. Donc on sait qu'il faut être en fait dans le moule, dans des milieux assez homogènes, ou être relativement marginal politiquement, ça a un coût très fort. Et donc on peut trouver comme ça des entrées en politique qui sont abîmées par le contrôle social local, où on se dit, bah voilà, moi j'ai tenté de l'ouvrir à un moment donné, mais on m'a bien rappelé à l'ordre sur le fait que si je me disais plus ou moins proche de la gauche, que en tout cas je pouvais contredire une discussion dans laquelle ça vantait les mérites de Madame Le Pen ou de son père,
on allait me traiter de feignant. On allait me traiter, selon un terme qui revient énormément moi, dans mon quotidien, chez les gens que j'enquête, on allait me traiter de cas social, avec cette espèce de conscience triangulaire qui caractérise beaucoup ces jeunes-là, c'est de regarder vers les riches et d'avoir la conscience de ne pas en être et d'avoir conscience aussi que les riches les exploitent, mais aussi de regarder beaucoup vers le bas, à vouloir se démarquer des plus précaires et des plus pauvres et de ne pas vouloir être assimilés à ceux parmi la jeunesse qui sont les plus stigmatisés. Et donc il y a une espèce d'impossibilité pour eux à rentrer en fait vers un discours de gauche. Moi qui localement, quand je faisais ma thèse, mes enquêtes, je revenais de la ville, j'avais fait mes études à Paris, on m'appelait le bisounours, c'était mon surnom. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans les discussions, je disais plus ou moins des trucs de gauche, alors qui paraîtraient peut-être même pas à gauche pour des gens de la gauche, en fait. Mais si vous voulez, là-bas, s'engager au Parti socialiste, c'est l'équivalent vraiment d'être un libertaire, voilà, convaincu à Paris. Et donc, en fait, ça amenait à des discussions qui n'existent jamais généralement, où on m'expliquait que le consensus politique, il se faisait de fait, et que on disait, notamment, moi dans mon équipe de foot, le dimanche, on se retrouvait avant l'élection, avant de partir en déplacement pour un match de foot, et les joueurs criaient aux jeunes qui venaient passer, vote pour la bonne, te trompe pas de bulletin, vote pour la bonne. Et ces joueurs-là, parmi eux, il y avait des ouvriers, il y avait des gens de classe populaire, mais chose très importante, c'est là-dessus moi que je voudrais insister et finir si on veut, parce que je pense que c'est là où est le nerf de la guerre pour aujourd'hui, pour les partis de gauche, c'est l'artisan, le petit patron, le jeune du coin qui peut être issu d'une famille ouvrière mais qui a réussi, qui a une grande propriété, ou la jeune femme qui était vendeuse en boulangerie et puis qui s'est retrouvée à gérer plusieurs boulangeries et qui est passée en fait du côté de la petite bourgeoisie économique locale. C'est lui ou elle qui donne le là en politique, qui sont, comme on dit en sociologie, les entrepreneurs de morale. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas face à eux d'autres groupes plus ou moins privilégiés, en tout cas moins dominés que les catégories populaires, qui pourraient militer, qui pourraient imposer un nom de son de cloche. Ils ne sont pas dans ces campagnes-là. C'est-à-dire que démographiquement, déjà, c'est perdu. Le combat, il est déjà perdu. C'est qu'en plus, leur style de vie, à ces groupes sociaux qui portent en fait le vote de droite, et même le petit artisan, il est très proche en fait en termes de goût, en termes de loisirs, c'est-à-dire qu'on se retrouve au foot, on se retrouve à la chasse, on se retrouve sur diverses scènes sociales, il est très proche de celui des jeunes ouvriers. Donc on a l'impression d'être amis. Et on fait partie de la même bande de potes. Et c'est dans ces bandes de potes-là, que moi j'ai enquêté pendant longtemps, où je retrouvais une forme de conscience politique, où moi, le bisounours, je leur disais, mais on pourrait penser, nous, les ouvriers du coin, tous ceux qui bossent aux forges, là où il y a 1000 employés, je veux dire, ça fait, est-ce que vous n'avez pas intérêt à tous vous unir et tout ? Ils disent, nous, on ne pense pas à cette échelle-là. Nous, on pense déjà, nous d'abord, les vrais potes sur qui compter, la famille, des trucs qu'on trouve chez les jeunes de quartier d'ailleurs aussi, mais l'idée que la solidarité qui prévaut, c'est celle à petite échelle, là où on peut s'entraider, et pas un truc plus large en fait que nous vendraient les politiques, et puis qui serait une forme forcément de mensonge. Dans ce groupe-là, dans ce nous-là, ils pouvaient inclure en fait des personnes qui objectivement sont ceux qui les exploitent au travail, où on me disait, tu sais, lui c'est mon meilleur pote, mais le lendemain matin il me parle comme un chien sur le chantier. Mais c'est comme ça, il faut faire avec, et ici, de toute façon, si tu ne fais pas autrement, tu n'as plus de boulot. Et si un jour tu t'embrouilles avec un petit patron comme ça, qui te traite de feignant devant tout le monde, tu ne retrouveras plus de boulot, et quand tu as la vingtaine, c'est vraiment déterminant en fait de jamais se retrouver au chômage pour espérer avoir une petite carrière valorisante. Donc voilà, moi, c'est juste ça que je voulais un peu dire sur la manière dont on rentre en politique quand on est un jeune rural, comment ça peut être complètement différent selon les ruralités et selon en fait quel contre-modèle on peut arriver à imposer dans les relations quotidiennes, dans les rapports sociaux quotidiens. Ça ne se joue pas forcément qu'au moment de la campagne électorale, bien au contraire, mais comment on peut arriver à politiser autrement. Et bien évidemment, ça ouvre un autre débat, mais ça aurait pu se faire dans les Gilets jaunes, au moment des Gilets jaunes. Je l'évoquais tout à l'heure avec quelqu'un ici. Ça a été assez caricatural de voir que des personnes qui ne connaissaient peu en fait, ce type de candidat ont été séduits au moment des Gilets jaunes par Jean Lassalle, qui joue tout un double discours en fait, vis-à-vis des jeunes de milieux populaires ruraux, parce que c'était le premier à revêtir le gilet jaune dans l'Assemblée nationale au moment où la gauche critiquait le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire la première semaine, quand ça s'appelait La France en colère et qu'on n'était pas encore sur une légitimation par la gauche de ce mouvement-là. Et donc il y a eu un moment raté qui a durablement marqué les jeunes, en tout cas que moi j'ai la chance de suivre là, depuis une dizaine d'années, mais où on voit qu'en fait il y a des moments où ça prend.
Parce qu'à un moment donné, les conditions matérielles d'existence, elles sont telles que on voit où sont ses intérêts quand on a du mal à finir les fins de mois et quand on voit bien que même autour de soi, le petit patron, lui, continue de s'enrichir et d'acheter des maisons et que soi-même, on n'arrive pas à mettre de l'essence dans le... voilà. Donc, bon, je voulais parler aussi de la question du féminisme au milieu rural, mais on pourra y revenir plus tard. En tout cas, il y a des portes d'entrée qui sont possibles. Simplement, ça demande quelque chose de presque impossible, qui est de changer les logiques de peuplement, d'arrêter de tous se concentrer, tous les gens de gauche, tous les diplômés, tous les gens qui portent la voix de gauche dans les mêmes espaces, et de laisser d'autres espaces complètement aux mains en fait, du Front National, du RN, qui n'a même pas besoin de militer sur place, mais dont les idées en fait, sont légitimées au quotidien. Voilà, merci. Lucie, je te propose d'enchaîner, peut-être de présenter. Merci pour l'invitation. En tout cas, du coup, je vais me présenter et présenter le MRJC pour situer d'où je parle. Du coup, le MRJC, c'est une association d'éducation populaire qui est gérée par des jeunes ruraux de moins de 30 ans. Donc, c'est-à-dire que parmi les membres et parmi les dirigeants dans les conseils d'administration, on a tous moins de 30 ans et on est tous issus du milieu rural. Aujourd'hui, en France, on rejoint 3000 jeunes dans 30 départements et on agit en rural pour porter des projets qu'on choisit au regard du contexte local. Donc, c'est-à-dire qu'un groupe local choisit d'organiser un concert parce qu'il n'y en a pas sur le territoire, que tous les concerts sont en ville. Il choisit aussi de faire des olympiades pour faire que les habitants se rencontrent, d'organiser des conférences, des débats sur l'écologie, sur l'orientation, sur le travail, sur les élections aussi. Mais voilà, tout ça, ça dépend des groupes locaux. Et au MRJC aussi, on permet aux jeunes ruraux de partir en vacances. Du rural vers le rural, on organise des camps d'été et des séjours éducatifs toute l'année et aussi des formations à l'animation comme le BAFA ou le BAFD, pour ceux qui connaissent. Et dans toutes nos actions, le principe, c'est que les jeunes prennent des responsabilités et peuvent expérimenter, choisir eux-mêmes ce qu'ils font. Et du coup, cette méthode, elle permet de former des citoyens, des acteurs des territoires ruraux et plus tard, des responsables des organisations politiques, syndicales, associatives, etc. En tout cas, ce qu'on voulait souligner, c'est que l'abstention des jeunes, elle n'est pas synonyme de désengagement politique des jeunes. Il y a les chiffres de l'INJEP. Donc l'INJEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire qui, chaque année, sort les chiffres clés de la jeunesse. Et en 2020, l'INJEP disait qu'il y avait 40% des jeunes qui s'engageaient dans des associations, alors que c'était 36% en 2018. Et récemment, c'est même très, très frais, au MRJC, on a fait une enquête qui visait à recenser les conditions de vie des jeunes ruraux et leur rapport à la politique et à l'engagement. Donc cette enquête, elle a été diffusée dans notre réseau du MRJC. Donc comme ça a déjà été dit, la jeunesse rurale n'est pas uniforme. Donc elle n'a pas vocation à prétendre représenter l'ensemble des jeunes ruraux. Mais pour vous donner une idée de qui sont les répondants, la moitié ont entre 19 et 24 ans, 2/3 sont des femmes, 4 répondants sur 10 font des études, que ce soit au collège, lycée et en études supérieures. Et parmi ceux qui font des études, 70% font des études supérieures. Et parmi ceux qui ne font pas d'études, les 3/4 travaillent. Donc soit ont un emploi salarié, soit sont entrepreneurs. Et donc cette enquête, elle a voulu montrer comment, c'est quoi l'engagement pour les jeunes en milieu rural. Et ce qu'elle montre, c'est que pour presque 8 personnes sur 10, agir concrètement, c'est une manière de s'engager. Et que pour moins de la moitié des répondants, 48%, ils déclarent que leurs engagements passent notamment par le vote. 8 personnes sur 10 des répondants à l'enquête considèrent qu'il y a des particularités à l'engagement en milieu rural. Et ce qu'ils disent, c'est que souvent il y a des difficultés à se déplacer
Comme ça a déjà été dit, il y a peu de transports en commun. Et puis quand on n'a pas encore le permis ou qu'on n'a pas les moyens d'avoir une voiture, c'est pas possible de se déplacer. Que les lieux d'engagement sont aussi éloignés, qu'il y a peu de lieux pour se retrouver, se rencontrer. Et comme tu l'as dit Benoît, sur certains territoires, la densité de population, elle est faible. Et donc, ça implique de s'engager avec les mêmes personnes, mais aussi ça implique parfois, ça crée des réticences à s'afficher politiquement, à afficher son attachement à un parti. Et on voit notamment que dans les communes rurales, il y a beaucoup de maires qui se déclarent sans étiquette. Après, sur le rapport à la politique, le chiffre le plus marquant, c'est que 99% des répondants ont peu ou pas confiance envers les élus nationaux. Donc on précisait parlementaires ou élus du gouvernement, dont 77% n'ont pas du tout confiance. Et pour pouvoir citer des répondants, ils disaient « Aucun ne me correspond, je pense que faire confiance dans la politique, je pense que faire carrière dans la politique, ça ne devrait pas être possible. Ou alors, ils sont trop parisiano-centrés. Je ne me sens pas représentée par eux. Je pense qu'il y a un manque d'intérêt de leur part et ils ne pensent qu'aux intérêts d'une certaine partie de la population. Je suis déçue et en colère. » Donc 60% des répondants déclarent ne pas pouvoir donner leur avis dans la politique locale ou nationale parce que les élus ne sont pas représentatifs de la population et qu'ils semblent trop déconnectés de la réalité. Les répondants ont moyennement confiance en leurs élus locaux, 55% déclarent avoir moyennement confiance, de l'échelon communal à régional. Et un répondant va même jusqu'à dire « Le gouvernement et les élus à l'échelle nationale, régionale, territoriale ne nous représentent pas du tout. Ils agissent pour leurs intérêts sans prendre en compte la vie du peuple, aggravent les inégalités et la précarité des classes populaires. En revanche, certains élus locaux peuvent être plus proches des citoyens parce qu'ils sont eux-mêmes des citoyens lambda qui ont un meilleur sens des réalités. » En tout cas, au MRJC, de par notre action, on alimente cette confiance envers les élus parce qu'avec l'exigence que les projets qui sont menés par nos membres avec l'exigence que ces projets soient ancrés sur le territoire, et ça nous invite, ça nous oblige à aller rencontrer les élus pour leur présenter les projets qu'on mène et pour pouvoir aussi qu'ils nous soutiennent. Ça compte beaucoup. À titre personnel, la première fois que j'ai rencontré un élu, j'avais 16 ans. Et aussi, ce qui est important, il faut quand même distinguer l'engagement quand on est jeune et la participation politique. Mais en tout cas, c'est lié parce qu'on voit que l'engagement des jeunes encourage la participation aux élections. Et au MRJC aussi, on organise lors de chaque échéance électorale des formations où on essaye de comprendre comment fonctionne l'institution en question, comment fonctionne le scrutin. On organise aussi des soirées de décryptage des programmes où le but c'est d'anonymiser toutes les propositions et chacun construit son programme idéal et après on dévoile à quel parti c'est rattaché et ça provoque des débats très, très intéressants. Et puis, voter c'est synonyme de s'engager, mais il y a aussi des gens pour qui s'abstenir ça a aussi un sens, c'est aussi une manière de voter. L'important, c'est que ce choix il se fasse de manière éclairée et que c'est par la formation politique des citoyens, qui est notamment permise par les associations de jeunesse, d'éducation populaire, qui permettent l'apprentissage de l'esprit critique, de la vision globale, de la pensée complexe, que le choix de pour qui tu votes ou si tu votes ou pas, elle se fait de manière éclairée, c'est ça le plus important. Aussi au MRJC, on a sorti 90 propositions pour le rural. C'est un petit livret qui est là et j'en ai plusieurs si jamais ça intéresse du monde à la fin. Donc on donne des pistes pour changer la société rurale, notamment en rural. Du coup, dans les pistes, il y a le fait de pouvoir favoriser, encourager et reconnaître les engagements des jeunes dans les assos, dans les syndicats, dans les partis politiques, toutes les formes et aussi dans les formes moins organisées.
de aussi pouvoir laisser la possibilité aux jeunes dans les organisations de prendre des responsabilités et d'être à des postes de pouvoir. Aussi, le fait de pouvoir limiter plus strictement le nombre de mandats pour donner plus l'opportunité à des jeunes de pouvoir prendre des mandats. Et aussi sur la manière dont sont organisés les mandats, peut-être qu'il pourrait avoir plus de souplesse parce que, par exemple, quand un jeune cherche un emploi et qu'il est prêt à bouger de son lieu de résidence, il peut avoir du mal à se projeter dans un mandat de 5 ans, 6 ans. Et du coup, elle pourrait aussi être plus adaptée, plus acceptée. Ça pourrait être plus accepté aussi d'être plus souple et renforcer le rôle des suppléants. Et puis aussi, il y a plein de dispositifs qui font participer les jeunes, mais l'important, c'est de prendre vraiment en considération l'avis des jeunes. Je crois qu'on le voit trop, des dispositifs ou des méthodes où on dit « Ah, regardez, on a fait participer les jeunes » et en fait... c'est surtout pour communiquer plutôt que vraiment donner suite. Et aussi, en plus, dans ces espaces-là qui sont ouverts pour faire participer les jeunes, il faut prendre en compte leur avis. Et il faut aussi pouvoir leur permettre de s'exprimer sur l'ensemble des sujets. C'est normal de pouvoir concerter les jeunes sur les politiques de jeunesse parce que c'est nous les premiers concernés. Mais les jeunes, comme tout autre citoyen, on a une expertise à donner sur tous les sujets de la société. Et voilà, et pour aussi réappuyer le fait que ne pas hésiter aussi de s'appuyer sur les organisations de jeunesse et d'éducation populaire qui sont diverses, qui sont présentes partout en France, mais qui sont aussi fragilisées depuis plusieurs années par le manque de moyens. Mais c'est aussi par ces organisations et grâce à ces organisations que les jeunes peuvent prendre des responsabilités, avoir une formation politique, les propulser vers plein d'engagements et avoir aussi l'espoir que c'est possible de faire changer les choses. Et aussi pour rebondir sur ce que tu disais sur le vote extrême droite des jeunes en milieu rural, en discutant avec des jeunes de mon village qui votent extrême droite, je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup des imaginaires qui existent sur les habitants des quartiers populaires et que c'est difficile de déconstruire ces imaginaires avec des théories et que le plus simple, ce serait qu'ils puissent se rencontrer, que les jeunes ruraux et les jeunes des quartiers populaires puissent se rencontrer parce qu'en fait, ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Il y a un éloignement des services publics, il y a la quasi-inexistence de moyens de se déplacer. Mais pour pouvoir prendre conscience de ça, la première chose, c'est de pouvoir se connaître, se rencontrer et discuter. Et c'est pourquoi la rencontre entre jeunes ruraux et des quartiers populaires, elle est importante. Et par exemple, en remettant plus de mixité à l'école ou en encourageant les colos et en faisant de ces espaces des espaces mixtes, ça pourrait y répondre. Merci beaucoup Benoît et Lucie. Je vais laisser, y a pas mal de choses qui font une bonne transition du coup pour la suite. Je vais laisser Louis prendre la parole et présenter donc, nos deux autres intervenants. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup à nos deux intervenants pour cette partie très intéressante. Déjà, je pense que c'est important de le rappeler et je pense que c'est peut-être l'une des choses les plus importantes à retenir. Ça fait plaisir de l'entendre, m'a manqué. Une des choses à retenir, c'est qu'il n'y a pas la jeunesse. La jeunesse, ça n'existe pas. Si jamais on faisait un atelier pour dire comment lutter contre l'abstention chez la femme, vous vous rendriez rapidement compte à quel point c'est stupide de prononcer la chose ainsi, parce que la femme, ça n'existe pas. Il y a des femmes avec des conditions économiques, tout a été très bien listé. Donc il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Ensuite, je pense que l'un des meilleurs moyens qu'on a de pouvoir expliquer l'abstention chez les jeunes, c'est de parler des... Je suis désolé, mais Rachel, elle me rend... Limite, j'ai envie de l'écouter en fait. Bref,
Je vais essayer de parler plus fort qu'elle. Alors. Ouais! Bon. Alors. L'une des premières choses, c'est déjà, peut y avoir une rumeur qui traîne qui dirait que la jeunesse est dépolitisée. Déjà, il ne faut pas croire à ça. Il y a la jeunesse dépolitisée, ce n'est pas tout à fait vrai. On a une jeunesse qui est ultra conscientisée. Et je pense que jamais dans l'histoire, la jeunesse a été aussi conscientisée. Pour une raison très très simple, c'est ce smartphone. Vous avez des études, ça peut varier, mais globalement, entre les 15-24 ans, vous avez 94% des jeunes qui possèdent un smartphone. À 18-24 ans, on est à 97%. Et sur ce téléphone, alors vous avez le contenu que vous pouvez regarder, vous pouvez regarder la dernière soirée avec vos amis, ou vous pouvez regarder des vidéos de chatons, et à des moments commence à arriver un TikTok surgit de nulle part, ou le partage d'un de vos amis qui va se mettre à vous parler d'actualité. Je ne vous dis pas directement de politique, de discours politique, mais au moins d'actualité. Et on a une conscience sur le monde, sur ce qui est en train de changer autour de nous, qui fait que parler de jeunesse politisée serait inexact, mais il y a une jeunesse qui est conscientisée. En revanche, la politisation, c'est, moi je le définirais comme ça, et je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, pour moi la politisation, c'est avoir une connaissance du jeu institutionnel, du jeu politique, et pouvoir avoir une lecture de la vie politique du lieu donné. On va prendre comme exemple le pays. Et c'est là où il y a une immense défaillance. J'ai une amie à moi qui s'appelle Jenny. Jenny est énormément sur les réseaux sociaux. Sauf que Jenny, elle a des valeurs. Jenny, elle est féministe. Parce que, c'est une femme et elle a galéré. Jenny, elle est des quartiers. Donc Jenny, elle sait ce que c'est que les inégalités, elle sait ce que c'est que le racisme. Par contre, elle ne sait pas c'est quoi la différence entre la droite et la gauche. Et donc du coup, quand vient le moment de voter, ce qu'elle me répond, alors qu'elle a plein de valeurs, c'est « Mais en fait, moi, j'y connais rien. Enfin, je sais pas, moi, je me sens pas légitime à y aller. Enfin, je sais pas, non, c'est pas mon truc. » Et déjà, quand on veut parler de comment lutter contre l'abstention dans les jeunesses, il faut déjà, je pense déjà, un des premiers leviers, c'est et c'est, je pense, notre mission en tant que militante et militant politique, c'est faire un travail d'éducation populaire sur le jeu institutionnel et sur l'histoire des courants politiques. Et je pense que c'est une première critique qu'on peut faire, et on changera ça dans la 6ème République, c'est avoir une éducation publique qui éduque réellement des citoyennes et des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation morale et civique, c'est 1 heure toutes les 2 semaines. Et c'est en cela que le service national universel est inquiétant, c'est parce que pour eux, c'est le seul lieu dans lequel on va éduquer la jeunesse, on va l'instruire en tant que citoyenne et en tant que citoyen. Voilà déjà un premier élément. Après, ensuite, il faut être assez honnête. Vous avez aussi une autre partie de la jeunesse qui vous explique que voter ne sert à rien. Et c'est très difficile de leur expliquer le contraire. Parce que nous n'avons pas de preuves pour leur prouver le contraire. Ils disent à chaque fois ce sont tous les mêmes. Et malheureusement, nous n'avons pas encore pris le pouvoir pour leur expliquer en quoi est-ce que ça changerait. C'est donc une des premières difficultés qu'on a immédiatement. Quand ils disent c'est tous les mêmes, de toute façon la place est bonne. Et c'est pourquoi, et là encore une fois, je vous donne un conseil en tant que militante ou militant politique, et c'est ce qui a été dit. Et finalement, c'est la même chose pour la jeunesse rurale, comme pour la jeunesse des grandes villes, comme pour la jeunesse des quartiers populaires. C'est se mêler des préoccupations. Et il y a eu un sondage qui a été fait, je crois que c'était sur France Inter, sur lequel ils donnaient les 3 principales préoccupations de la jeunesse. La première, c'est la question du pouvoir d'achat. Et que vous soyez des quartiers populaires ou de la jeunesse rurale, vous avez un phénomène qui avance avec le temps, c'est-à-dire la difficulté d'accéder à l'emploi, la difficulté d'accéder au logement, un accroissement des inégalités sociales. Enfin bref, la question du pouvoir d'achat et des inégalités sociales, c'est le premier centre d'intérêt. Le deuxième, et ça je pense qu'au-delà même de fédérer les jeunesses de notre pays, on peut même parler de fédérer les jeunesses mondiales, c'est la question du dérèglement climatique. Et là encore une fois sur la question du dérèglement climatique, et je pense que Camille pourra beaucoup nous en parler, tous les jeunes sont au courant qu'il y a un problème avec le dérèglement climatique, mais encore une fois c'est extrêmement compliqué. Et on nous a peu appris sur le sujet. Et c'est un petit peu comme pour la politique. En général, vous avez une conscience, mais pas une politisation. Et là, encore une fois, il y a le travail militant. Et la troisième préoccupation, c'est la question des inégalités, des injustices, où là, on peut aller sur un mot que je déteste, qui s'appelle le sociétal. Mais voilà ce qui est la troisième préoccupation.
Je pense que c'est aussi important d'expliquer que aujourd'hui la France est divisée en 4 blocs. Un bloc populaire, le nôtre, un bloc centriste libéral, celui de Macron, un bloc d'extrême droite, celui de Marine Le Pen, Éric Zemmour, patati patata, et un bloc abstentionniste. Et que quand on veut parler de la jeunesse à aller chercher, je pense qu'il faut aussi beaucoup s'interroger sur cette jeunesse abstentionniste. La stratégie en tant que militante et militant politique, c'est là qu'il faut aller la chercher. Et on a pu parler de la question des jeunesses rurales, et c'était intéressant. Et maintenant, on va pouvoir passer à la question de la jeunesse urbaine, de la jeunesse des quartiers populaires. Et donc, je laisse la place à Camille Hachez, qui est co-secrétaire des jeunes écologistes pour encore 2 semaines. Donc, profitez-en tant qu'il est encore temps. Et vous avez Gwen, qui est président de la Fidèle, c'est ça ? Président de la Fidèle, le syndicat lycéen, et qui vont donc pouvoir nous donner leur opinion sur tous ces sujets. Merci à vous. Tout d'abord, merci beaucoup. On m'entend ? Merci beaucoup pour votre invitation. Bon, alors, Louis en a déjà dit pas mal, finalement, sur le sujet de l'abstention des jeunes. Finalement, l'abstention des jeunes, c'est devenu un peu le sujet marrant, élection après élection. C'est le sujet qu'on voit dans les chaînes en continu, où alors que le vote est en train de se dérouler, on va interroger des jeunes qui sont dans des parcs, à la plage, et on leur dit « Il y a quoi d'important aujourd'hui ?» Et en fait, tous les jeunes, ils ne savent pas répondre. Ou alors, s'ils savent qu'il y a un vote, ils vont dire « Oui, mais moi, les législatives, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne vois pas pourquoi j'irai voter. » Et donc finalement, l'abstention des jeunes, c'est devenu un sujet de moquerie pour les plus âgés. Et d'ailleurs, le gouvernement, Emmanuel Macron, suite aux dernières élections, ont même dit que les jeunes étaient ingrats, n'étaient pas respectueux de notre démocratie et étaient individualistes. Je pense que cette vision de l'abstention, elle est totalement paternaliste. Je pense que Emmanuel Macron et son gouvernement, ils sont une des causes qui fait que les jeunes aujourd'hui n'ont pas envie d'aller voter. Parce que les jeunes qui sont allés voter ont l'impression d'avoir été trahis, ont l'impression qu'on ne fait rien pour eux. On est quand même une génération où, on a le plus subi ces dernières années les effets du Covid. On a peu de perspectives d'emploi. Quand on a un emploi, il est en général précaire. On a peu de perspectives d'évolution de salaire. On est une génération peut-être qui a plus de mal à accéder au logement. Une génération aussi qui a peur pour son avenir, qui a tout simplement peur que ces étés qu'on est en train de connaître soient juste notre quotidien et pas que au mois d'août. Et je pense aussi que notre génération, finalement, elle a juste l'impression d'être un peu un argument de campagne le temps d'une élection et qu'ensuite on nous oublie vite. Parce qu'en réalité, tous les candidats et les candidates parle de la jeunesse. Tous les candidats ont envie d'être le candidat des jeunes, ont envie de faire des belles photos avec plein de jeunes qui tiennent des drapeaux dans les meetings. Par contre, quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Parce qu'en réalité, les jeunes, on sait, on ne représente pas grand-chose dans l'électorat. Déjà démographiquement, on ne représente pas grand-chose par rapport aux générations précédentes. Et ensuite, on ne va pas voter. Et du coup, quand il s'agit de mettre en place des politiques publiques, on va prioriser peut-être les générations les plus âgées. Cette vision, bien sûr, elle est assez cynique. Et les raisons de l'abstention des jeunes, à mon sens, je vais en détailler plusieurs, même si Louis en a déjà un peu parlé. Il y avait la question de l'impression que ce vote ne sert à rien et que surtout les sujets politiques étaient déconnectés de nos préoccupations. Quand on parle de politique à la télé ou quand ça arrive à nos oreilles sur les smartphones, comme tu disais, en général, c'est pour avoir une polémique sur le wokisme, sur est-ce que, oui ou non, on a un problème avec les personnes trans, avec l'immigration, avec ce genre de sujets qui, pour nous, notre génération, nous paraissent complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que je pense que notre génération, par rapport aux générations précédentes, on est beaucoup plus progressiste finalement sur les idées. Par contre, effectivement, on ne sait pas forcément où les situer politiquement, comme tu le disais. Mais pour autant, ces valeurs-là, elles nous paraissent être juste des valeurs de base. Et en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on ne parle pas de nos sujets à nous, qui sont nos sujets d'avenir, le climat, la lutte contre la précarité.
Je pense que la question des institutions, comme tu disais, on a un gros travail à faire là-dessus. Donc certes, oui, il y a le travail des militants, il y a la question de l'éducation populaire. Je pense aussi qu'il y a le rôle de l'école, qui doit être vraiment fondamental dans la question de la formation sur les institutions. Tu parlais des cours d'éducation civique. On a effectivement 1 heure, une fois de temps en temps, une fois tous les 15 jours, où, en général, parfois, c'est utilisé pour rattraper les cours d'histoire géo qu'on n'a pas eu le temps de faire dans l'année parce qu'il y a eu une absence. Et quand on a ces cours-là, en fait, les profs, ils ont le choix entre plusieurs sujets pour l'éducation civique. C'est-à-dire qu'on a en général un panel de 20 sujets et ils piochent dedans. Et ils n'abordent pas tout. C'est-à-dire qu'ils ont le choix entre traiter de la laïcité, l'Union européenne. Il va y avoir évidemment la question peut-être des institutions de l'Assemblée nationale, du Sénat. Mais c'est une option parmi 20 autres. Et du coup, pour beaucoup de jeunes n'ont pas en fait la connaissance de savoir à quoi sert un député. À quoi sert un député, mais aussi à quoi sert finalement une région, un département. Je pense que vous interrogez des jeunes dans la rue, personne ne va vous dire que les lycées, c'est géré par la région, et puis que l'insertion pro, c'est géré par le département. Et ça, du coup, effectivement, c'est un travail qu'on doit faire au niveau de l'éducation nationale. Je pense aussi... L'abstention, on parle d'abstention des jeunes, il y a l'abstention globale de la population. Et dans l'apprentissage du vote, je pense qu'en réalité, la famille a un rôle important. Dans le sens où, moi, j'ai vu toute mon enfance mes parents aller voter à chaque élection. Et à mes 18 ans, j'étais encore chez mes parents et ils m'ont dit viens, tu as reçu ta carte électorale et on va aller voter. Et ils m'ont appris en fait à aller dans un isoloir, à prendre des bulletins de vote, à signer, à émarger, etc. Et ils m'ont expliqué ça. Et en fait, quand les parents ne le font pas, je pense que c'est assez intimidant en fait comme processus. C'est un travail d'ailleurs que vous avez beaucoup fait, il me semble, en porte-à-porte au moment des élections présidentielles et législatives, d'aller former en fait sur qu'est-ce qu'est un vote. Et finalement, quand on a des parents qui votent de moins en moins parce qu'ils sont déçus par la gauche, après François Hollande par exemple, ou quand ils sont déçus parce que la seule offre politique qu'ils ont, c'est Macron ou Le Pen, et finalement, on perd cette tradition d'aller voter. Et je pense que notre génération, elle a moins le sentiment que voter, c'est un devoir. Et en fait, je pense qu'on considère beaucoup plus le vote comme étant presque finalement un privilège qu'on va donner aux politiques. Et je m'explique là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une part de la jeunesse qui s'abstient et qui ne va pas politiser cette abstention, qui ne va pas donner des arguments politiques sur le fait qu'ils s'abstiennent. Par contre, je pense qu'il y a une jeunesse qui s'abstient et qui le fait en pleine conscience, qui le fait finalement comme un pied de nez en disant « Vous ne nous écoutez pas, vous ne faites rien pour nous, pourquoi nous on jouerait dans votre jeu finalement ? Pourquoi nous on vous donnerait de la légitimité en allant voter alors que finalement vous ne faites rien pour nous ?» Et donc je pense que l'abstention, c'est une forme d'expression politique et c'est une forme quelque part de radicalité. Et la radicalité, je pense que c'est ce qui définit aussi notre génération de manière générale dans nos comportements politiques. Parce que les jeunes qui votent, quand ils votent, ils vont voter NUPES, Union Populaire, Rassemblement National. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Parce qu'on a l'impression que, comme tu disais, les jeunes juste se désintéressent de la politique, mais c'est pas vrai. On l'a vu, les jeunes sont dans des associations, militent beaucoup pour le climat, contre le racisme. Et en fait, je pense que nos organisations politiques, pour combattre l'abstention des jeunes, doivent pleinement assumer cette radicalité. Et c'est pour ça qu'on ne doit surtout pas se laisser avoir quand on nous dit à l'Assemblée, certains députés font un peu trop de bruit, rentrent pas exactement dans les clous, vont avoir des programmes politiques qui vont trop loin. Et je pense que justement, la jeunesse, elle a besoin de voir ça, elle a besoin de voir qu'il y a une offre politique qui assume cette radicalité. Je pense que par exemple, soutenir les jeunes qui vont en manif sauvage et qui font affaire à des violences policières assez terribles, notamment pendant toute cette séquence retraite, soutenir ces jeunes-là, il fallait le faire.
aller à la marche pour Adama, il fallait le faire. Aller à Sainte-Soline, il faut le faire. Il faudra le faire, encore et encore. Et je dis ça en tant que jeune écologiste. Les jeunes écologistes, c'est l'organisation de jeunesse d'Europe Écologie Les Verts, autonome. Et en ça, je pense que notre rôle par rapport à notre parti, c'est aussi beaucoup plus d'essayer de le tirer vers cette radicalité. Et parfois, quitte à les bousculer un petit peu. Parce que je vais en venir pour moi, ce qui est la quatrième raison de l'abstention des jeunes, c'est parfois le manque de lisibilité de l'offre politique de notre camp. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont envie de voter pour plus de justice sociale, pour le climat, contre les discriminations. Mais effectivement, quand on se retrouve devant 20 bulletins de vote, parfois, ce n'est pas toujours facile de faire un choix. Et parfois, on ne sait pas forcément comment argumenter pour dire je vais choisir le butin de la France Insoumise plutôt que celui du Parti Socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, il y a eu la NUPES. Et ça a été un immense espoir pour notre génération et aussi, surtout, peut-être une bouffée d'air pour beaucoup de militants. Je dis ça parce que, après la campagne de Yannick Jadot, faire campagne pour les législatives, ça a été vraiment un réel plaisir. On a retrouvé une joie de militer. Et je dis ça parce que les jeunes écologistes ont fait la campagne de Yannick Jadot par soutien au parti. Pour autant, je pense qu'on est beaucoup à avoir vraiment regretté de ne pas avoir une union au niveau de la présidentielle ou à minima un retrait. Je suis peut-être un peu longue. Je vais finir là-dessus. Les jeunes écologistes ont participé depuis 1 an à de nombreuses initiatives pour faire vivre la NUPES. On a été d'ailleurs précurseurs de la NUPES parce qu'on avait fait une tribune avec les différentes organisations de jeunesse pour appeler à un front populaire écologique et social avant que l'accord soit signé. On a ensuite mené plusieurs campagnes ensemble. On a organisé des marches à Paris contre la vie chère et une action climatique ou pour nos retraites. Et dernièrement, on a lancé le Forum européen des jeunes de la NUPES, qui est en fait un travail programmatique des jeunes de nos organisations pour faire des propositions pour l'Europe. Car on sait que les européennes, c'est le premier point sûrement le plus gros de crispation pour la NUPES suite à l'élection il y a 1 an. Et donc, quand on s'est lancé là-dedans, ça a été honnêtement, pour nous, jeunes écologistes, un vrai dilemme, parce que ça voulait dire concrètement se positionner sur un aspect de campagne qui n'était pas forcément compatible avec les envies de notre organisation. Pour autant, on l'a fait parce qu'on avait le sentiment vraiment qu'il y avait une urgence à faire l'unité, parce qu'on n'a plus le temps en fait d'attendre. On n'a pas le temps d'avoir des débats de est-ce qu'on va avoir plus ou moins d'élus en prenant telle ou telle stratégie. En fait, ça ne parle pas aux gens. Quand on milite au quotidien, qu'on va à la rencontre des lycéens à la sortie des facs, quand on fait du porte-à-porte dans des foyers de jeunes travailleurs, en fait, concrètement, la question de la liste unique, la liste autonome d'Europe Écologie Les Verts ou du Parti Socialiste, mais les gens, ils n'en ont rien à faire. Et en fait, on a cette responsabilité de maintenir cette unité parce qu'on nous attend sur cette question. Je pense que nos partis seront peut-être pas à la hauteur sur les prochains mois. J'espère qu'ils vont nous entendre. Le vôtre aussi. Mais en tout cas, même si on a connu quelques turbulences avec les jeunes écologistes, entre les jeunes écologistes et Europe Écologie Les Verts, à titre personnel, je n'ai pas de regret de l'avoir fait. Même au contraire, j'ai plutôt une fierté, parce que je pense vraiment que l'histoire nous donnera raison. Je pense qu'on se souviendra de ce qu'on a fait, en tout cas de cette tentative, dans quelques années. Et vive la NUPES et on va gagner.
m'entend? Ah, super. Non, déjà, je pense qu'il faut dresser un constat. Et le constat, c'est qu'on a effectivement des jeunesses, comme tu l'as dit Louis, qui s'abstiennent de voter. Il y a un chiffre qui est assez emblématique, c'est que pendant les élections présidentielles de 2022, il y a un quart des 18-24 ans qui ne sont pas allés voter ni au premier tour, ni au second tour. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, on a une jeunesse qui est tout de même politisée. Quand on regarde, alors moi j'avais les chiffres de 2016, pas de 2020, mais en tout cas en 2016, il y avait 34% des 16-24 ans pardon, qui étaient adhérents à une association. Donc la réalité, c'est qu'on a une jeunesse qui de plus en plus se politise, et c'est ce qu'on a même pu voir pendant la réforme des retraites, où on a eu beaucoup de lycéennes, beaucoup de lycéens, des étudiants dans les cortèges, parce que justement, on s'était emparé de ce sujet, on avait réussi à amener d'autres sujets de jeunesse sur la table, et ça nous semblait extrêmement important de pouvoir se mobiliser. En revanche, si jamais les jeunes ne votent pas, on peut aussi apporter une analyse. Cette analyse, elle passe par plusieurs points. Premièrement, c'est que, on peut être déçu quand on est jeune. Quand les médias nous disent la gauche est arrivée au pouvoir en 2012, et quand on regarde ce qui a été fait en 2012 jusqu'en 2017, on peut être déçu du constat qui est fait. Et notamment dans les milieux ruraux ou dans les quartiers populaires, où ce qu'on remarque, c'est que la seule chose que l'on a retenue, c'est le permis de tuer qui a donné la mort de Naël. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un manque de légitimité, notamment dans les quartiers populaires, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a des discours racistes à longueur de journée sur les chaînes de télévision, des discours nauséabonds en fait, qui expliquent qu'on a une partie de la population française qui n'est pas française. Hier même, Emmanuel Macron, dans un entretien au journal Le Point, expliquait qu'il fallait reciviliser. Et on se demande à juste titre, je pense, à quel moment on peut civiliser des citoyens qui sont déjà françaises et déjà français. Et là, la solution qui est apportée par Emmanuel Macron, c'est évidemment le service national universel, qui est une belle daube, parce qu'en réalité, ça ne sert pas à faire nation, ça sert uniquement à militariser une jeunesse qui n'en peut déjà plus à cause de l'inaction climatique et à cause de l'inflation qui perdure pour leurs parents et pour nous-mêmes en réalité. Ensuite, il y a aussi une réalité, c'est que pour voter, il faut avoir les cartes en main. Et si on n'a pas ces cartes en main, on n'y arrive pas. Et pour avoir ces cartes en main, c'est très simple, il suffit d'avoir des cours. Parce que comment on s'émancipe, nous, en tant que jeunes, en tant que lycéennes, en tant que lycéens, c'est par l'éducation, l'école publique, celle qu'on défend, nous, à la Fidèle. Et cette école publique, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est des cours de MC. Alors effectivement, on est à 1 heure toutes les 2 semaines, mais on ne fait pas réellement de l'EMC. Enfin, moi, je suis au lycée, je peux vous expliquer. On fait des cours de philosophie actuellement. Donc, c'est très intéressant. Merci, monsieur le professeur. Mais on aimerait bien aussi avoir des cours de MC qui nous parlent de comment ont été fondées les républiques, comment marche le Sénat, comment marche le Parlement européen, etc., etc. Ce qui nous permettrait vraiment d'avoir les cartes en main et de pouvoir un jour se dire, OK, là, je sais à quoi sert cette élection et je sais pourquoi je dois aller voter. Et nous, ce qu'on propose à la Fidèle, c'est le droit de vote à 16 ans. Donc vous allez vous dire, mais attendez, déjà les 18-24 ans ne votent pas, pourquoi aller rajeunir ce droit, l'âge pour aller voter? Tout simplement parce qu'en fait à 16 ans on peut déjà aller voter dans les élections professionnelles. C'est-à-dire que moi, je suis jeune travailleur, je suis dans une entreprise, je vais voter aux élections professionnelles pour un tel ou tel syndicat, et je peux. Mais je peux également adhérer à un parti politique, je peux également monter une association, et donc nous ça nous paraît extrêmement logique qu'un jeune de 16 ans puisse aller déposer un bulletin dans les urnes. Et en revanche, ce qu'il faut évidemment, c'est qu'il y ait un accompagnement. Tout ne peut pas se faire tout seul. C'est pas seulement en annonçant quelque chose par Twitter, en disant « Ah, c'est bon, les jeunes peuvent voter à 16 ans », que tous les jeunes de 16 à 18 ans vont aller voter. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'approprier les cours de MC et faire en sorte qu'on nous explique enfin l'histoire du vote et quelle est l'utilité du vote. Parce que sans le vote, il y a d'autres moyens d'expression démocratique et sur lesquels on encourage énormément les lycéennes et les lycéens à s'en emparer. Je pense notamment au blocus, mais sans le vote, on a du mal à construire une démocratie qui va bien. Et donc, maintenant, on peut aussi se poser une autre question, c'est notre rôle, nous, en tant qu'organisation de jeunesse. Notre rôle, je pense, et en tout cas c'est un des objectifs que je me fixe dans mon mandat de président de la Fidèle, le syndicat lycéen, c'est de s'emparer des sujets, de s'emparer du sujet du vote, mais pas seulement pour nos militantes et nos militants, parce que nous, nos militants, ils sont déjà politisés, on le sait, on les connaît, ils sont déjà à la fois à la Fidèle et dans des organisations de jeunesse politique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller voir les lycéennes et lycéens en quartier populaire, en milieux ruraux, dans les zones urbaines, et leur expliquer, maintenant, voilà, tu vois, tu as 18 ans l'année prochaine, il y a les élections européennes, il faut aller voter. Après, évidemment, on se pose la question de pour qui voter quand il y a 24 listes de gauche. Mais ce qui est important, c'est nous en tant qu'organisation de jeunesse, de pouvoir s'emparer de ce sujet et aussi également de pouvoir amener nos sujets à la table. Parce que comme tu l'as très bien dit Camille, effectivement, on a des partis politiques qui savent très bien que la jeunesse, démographiquement parlant, ne représente pas une énorme partie de la population. Et on sait très bien que dans les programmes, beaucoup de choses sont dites, mais parfois peu
est fait. Et je pense notamment en 2012 ou en 2017 avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et donc c'est à nous d'amener nos projets. Par exemple, nous à la Fidèle, on va vous proposer la gratuité totale de l'éducation parce qu'il va y avoir 50% des lycées qui ne proposent pas de tarif préférentiel à la cantine et seulement 20% qui proposent un tarif allant jusqu'à la gratuité. On va également proposer l'abrogation de Parcoursup parce qu'on en a marre de la concurrence entre les lycéennes et lycéens. Et tout ça, en fait, il faut le proposer aux partis politiques pour qu'ensuite les partis politiques puissent eux parler à la jeunesse et que la jeunesse puisse enfin aller voter comme il se doit et puisse enfin s'exprimer. Parce que la réalité, c'est que nous, en tant qu'organisation de jeunesse, de gauche, on ne le fait pas encore réellement. Mais de l'autre côté, ils le font. Et ils le font très bien, que ce soit le GUD, la Cocarde ou alors l'Action française, ils le font. Ils font conscientiser à la fois leurs militants et à la fois des non-militants. Et c'est là-dessus que se base l'électorat de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Et donc maintenant, c'est à nous, si on ne veut pas se retrouver avec un pouvoir fasciste en 2027, d'aller conscientiser le plus de personnes possible. Et donc, mon objectif, moi, c'est d'aller conscientiser les masses, d'aller voir tout le monde, d'aller dire à tout le monde qu'il faut voter, parce que sinon, c'est Marine Le Pen. Et quand c'est Marine Le Pen au pouvoir, elle ne s'occupe pas des jeunes, elle les détruit. C'est sa politique, et c'est pire que l'USNU, c'est pire qu'Emmanuel Macron, et personne ici dans cette salle, je pense, ne veut connaître ce que ferait Marine Le Pen aux jeunes, et je pense notamment aux jeunes de quartiers populaires. Et donc maintenant, c'est à nous, citoyennes et citoyens, qui sont des fervents défenseurs de la République, d'aller se défendre, d'aller défendre notre idéal solidaire, égalitaire et inclusif, et d'aller voir tout le monde et leur expliquer qu'il faut aller voter pour le parti politique qui représente nos idées. Et pour ça, c'est un combat qui est compliqué, parce qu'évidemment, on n'est pas 40 millions dans les organisations de jeunesse, même si on est de plus en plus nombreux, notamment grâce au mouvement social contre la réforme des retraites. Et c'est pour ça que ce cadre unitaire, il faut le garder à la fois dans les politiques, mais à la fois avec les organisations de jeunesse. C'est ce qu'a fait par exemple Union étudiante en se regroupant et en formant un seul syndicat qui pèse en réalité. Et maintenant c'est aussi à nous, en tant que syndicats lycéens, de pouvoir faire des actions en commun et de pouvoir proposer une vraie alternative face aux organisations macronistes et surtout face aux organisations fascistes. Enfin, pour vous dire très simplement, ce que proposait l'UNI qui s'est présenté au CSE, qui sont en gros les grosses élections lycéennes, c'était d'enlever les classes, j'ai oublié le mot, de mettre des classes avec des gens dits très bons et des classes avec des gens dits très mauvais. Voilà, bon après à vous de me dire comment on fait réussir des élèves sans mixité sociale, vous m'expliquerez, moi je ne sais pas. Et donc voilà, moi mon mot de la fin ça va être que maintenant on a 4 ans pour aller conscientiser les masses, on a 4 ans pour expliquer qu'il faut aller voter, qu'il faut aller voter pour la gauche qui porte nos idées et qu'à présent c'est soit ça, soit le fascisme. Merci à vous. Merci beaucoup. On a une petite demi-heure pour un temps de questions-réponses pour celles et ceux qui le souhaitent. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante et très instructive sur la question de l'abstention pour les jeunes, qui est effectivement, je pense, un défi politique majeur pour les 4 prochaines années avec la montée du fascisme. Ma question elle est très simple en fait, c'est pour reprendre un peu justement cette expression de conscientisation chez les jeunes. Comment on fait pour passer de la conscientisation à la politisation? Voilà, ma question elle est toute simple. En fait, je me posais une question parce que, en fait, la conscientisation et la politisation se heurtent à des, je vais dire, des habitus, des choses qui se sont bien ancrées, qui sont dans certaines jeunesses, qui sont la reproduction sociale et l'assignation sociale. La reproduction sociale, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais au collège dans les années 70. En 1975, il y a eu la réforme Haby pour le collège pour tous. Avant ça, j'étais dans un CEG. Au CEG, ce n'était pas le collège pour tous. C'est-à-dire que les professeurs triaient les élèves en fonction de ce qu'ils pensaient qu'ils seraient capables de faire plus tard. D'accord? Donc, les élèves étaient triés. Toi, CAP,
toi, lycée, toi, apprentissage, toi, voilà. Et les élèves n'avaient rien à dire, ni leurs parents. Hein. Et moi, en 1977, la réforme Abi était passée depuis 2 ans. Mes parents sont ouvriers. Le prof de maths qui était agrégé, il a dit CAP, parce que ses parents ne pourront pas lui payer des études. Et comme j'étais au conseil de classe, j'ai dit non, non, absolument pas. Et les autres profs, j'ai eu de la chance, m'ont suivi. J'ai pu aller au lycée, d'accord? Et j'ai fait des études. Et j'ai un master 2 de linguistique. Et à chaque fois, je vais me garer à la place du prof de maths pour lui montrer qu'il a eu tort. D'accord? Donc, ça, c'est la reproduction sociale. Et là, tout est mis en place par Macron pour que la reproduction sociale s'abatte encore plus sur les jeunes. Avec la réforme des lycées professionnels, la réforme Parcoursup, etc. On va revenir avant la réforme Abi. Donc, pour qu'ils se conscientisent, il n'y a pas que les sujets dont on a parlé, il y a aussi de leur faire comprendre comment ils sont dans la reproduction sociale, comment on leur impose cette assignation dans les quartiers, dans les entreprises à l'âge de 16 ans, d'accord? Et ça, c'est super important parce que ils ont réussi à... Moi, hier, j'ai vu la pièce de théâtre sur la servitude volontaire. Et depuis les années 80, ils convainquent les jeunes qu'il ne faut pas être un intello. Vous êtes une brochette d'intello. Nous, on est une brochette d'intello. D'accord? Il ne faut pas être des intellos dans leur esprit. D'accord? Mais ce faisant, on leur impose la reproduction sociale. Donc, il faut qu'ils prennent conscience qu'on leur impose ça. On leur impose ça. Bonjour à tout le monde. Moi, je voulais parler du droit de vote à 16 ans. Alors, je sais que les organisations de jeunesse, c'est une revendication des organisations de jeunesse depuis un moment, mais c'est surtout pour poser une question en fait à Benoît Coquart sur la question du droit de vote à 16 ans et du coup si sociologiquement il y avait peut-être pas des études, mais en tout cas des pistes sur quel impact ça aurait justement sur la politisation des jeunes, notamment dans les milieux ruraux. Désolé, ça passe. Bon, on commence par la fin, alors sinon... moi, je suis toujours... alors, quel impact ça aurait, je ne sais pas. Je ne peux pas me faire le devin. Ça dépend vraiment de tout ce qu'il y a autour, en fait. Comment cette mesure-là, elle est présentée. Nous, en milieu rural, tu vois, à 16 ans, on a le droit d'aller à la chasse, de tenir un fusil, à 15 ans même, avec le permis de chasse accompagné. Donc, je pense que de dire que tu as le droit de vote, quand tu as le droit de tenir une arme, c'est pas... Finalement, ça pourrait passer par des arguments comme ça. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il ferait ? Les enquêtes, elles montrent pour l'instant que les jeunes ruraux, il y a vraiment une grosse reproduction sociale aussi du vote des parents. Pourquoi ? Parce que c'est un vote qui est très ancré territorialement, c'est-à-dire que dans les régions industrielles où le paternalisme domine, on vote à droite de père en fils notamment. Et aujourd'hui, le vote de droite classique s'est déporté à l'extrême droite. Vous savez que c'est l'écrasante majorité du nouveau vote RN, c'est un vote de droite qui s'est déplacé à droite. C'est pas ce qu'on vous raconte à la télé, que c'est les anciens de gauche qui finalement savent plus où ils sont et qui vont à l'extrême droite. Ça représente pas grand monde. Mais vraiment, il y a comme à l'image du champ politique tout entier qui s'est tiré vers l'extrême droite. Bon, ben voilà, ils suivent. Et donc, il y aurait quand même ce que nous disent des enquêtes en tout cas là, c'est que les jeunes ont tendance à voter pareil que leurs parents, notamment en milieu rural, mais de manière un peu plus radicale à droite. Donc typiquement, et moi je retrouvais ça chez mes enquêtés, des enfants d'ouvriers qui étaient des ouvriers qui disaient nous on vote pour le patron, parce qu'on est dans ces régions-là où il y a vraiment la fausse conscience, c'est-à-dire où on a l'impression que ses intérêts sont mêlés à celui du patronat, notamment à cause de cet effet des petites PME, des artisans qui eux... Et bien là on aurait certainement un vote qui réverse ça. Et moi je suis vraiment... je pense que le vote lui-même, c'est la dernière pièce, quoi. Avant ça, il faut en fait, dans les rapports sociaux, au quotidien, renverser la vapeur. C'est-à-dire qu'il faut se réimplanter dans les régions rurales. Il faut au quotidien tenir la dragée haute à tous ceux qui en fait imposent une vision du monde qui est favorable à la droite. Parler de la reproduction sociale, la droite, elle dit qu'elle la favorise, elle dit qu'elle a une solution, c'est l'enrichissement, que chacun peut s'enrichir. Et ça, moi en tout cas, chez les jeunes que je suis, c'est vraiment rentrer dans leur tête. Aujourd'hui, mes nouveaux travaux, c'est sur comment des jeunes enfants d'ouvriers, ouvriers eux-mêmes, se disent qu'ils peuvent s'enrichir en accumulant des propriétés immobilières, en les retapant pour faire du Airbnb, essayer de vendre ça à des touristes hollandais, etc. etc. Et ils ont pris le modèle sur qui ?
sur la bourgeoisie économique locale qui leur dit de faire ça. Et puis en fait, bon, eux, pour tout un tas de raisons, généralement ça capote pour eux parce qu'ils n'ont pas le capital nécessaire, les relations et tout ce qu'on veut. Mais ils ont l'impression qu'en fait, il y a des portes ouvertes, alors même que leur espace des possibles, leur avenir possible, il s'est complètement fermé depuis la désindustrialisation, depuis aussi que, à cause notamment de ce qui se passe à l'école, il y a une vraie pesanteur des relations sociales, que en gros, le fils ou la fille du patron de vos parents a de grandes chances de devenir votre propre patron. Quand on est sur des régions où voilà, ceux qui restent dans des hiérarchies sociales très imbriquées. Et donc le droit de vote comme ça à 16 ans, là si on leur donnait comme ça tel quel sans rien changer au reste, il ne faudrait pas attendre de miracle. Et moi j'ai même, je ne veux pas jouer des mobilisateurs, mais on parle souvent de attirer les abstentionnistes, sous-entendu qui viendraient vers la gauche. Faire attention, on sait que sociologiquement, selon plusieurs critères, les abstentionnistes sont plus proches des électeurs Front National, c'est-à-dire peu diplômés, dans des trajectoires de vie relativement précaires, relativement éloignés des grandes villes, etc., des difficultés à se situer sur l'échiquier politique, c'est-à-dire que ils ont des profils qui pourraient les amener s'ils votaient. Et moi, je faisais des questionnaires aux abstentionnistes en les forçant à se situer politiquement, et le seul gouvernail qu'ils connaissaient, c'était de dire un peu comme tout le monde ici dit à peu près Le Pen, extrême droite, en disant bien de droite. J'ai vu ça par exemple dans des conversations entre un jeune ouvrier précaire et un jeune fils de patron, dire moi je suis bien de droite. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur de se faire stigmatiser. Donc ça, c'est dans les campagnes qui sont gagnées aujourd'hui. Et après, si on donnait le droit de vote, moi personnellement, je suis pour le droit de vote à 16 ans. Parce que je pense que c'est un moyen de politiser davantage et que de toute façon, à 16 ans, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de vote. Mais en tout cas, que donner comme ça serait quelque chose vraiment à double tranchant aujourd'hui pour la gauche en l'état des forces en présence. Après, voilà, je peux me tromper, mais... Puis juste, je voulais dire sur la question de la conscientisation, politisation, comme ça après je lâche le micro à jamais. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu de les conscientiser. Moi, les jeunes que je suis, qui sont des jeunes qui vont plutôt avoir tendance à se définir à l'extrême droite parce que c'est leur boussole politique, les mesures qu'ils portent et auxquelles ils sont favorables, c'est des mesures de gauche. J'ai suivi la campagne électorale d'une femme au foyer dans mon village, dans mon bourg, qui se définit elle-même comme 100% Le Pen, c'est comme ça qu'elle s'était présentée. Toutes les mesures qu'elle portait, toutes les mesures qu'elle proposait, c'était des mesures même très radicales à gauche. Et en fait, parce que ça correspondait à ce qu'elle avait besoin dans son quotidien et pour elle. Alors, c'est un peu peut-être vraiment caricatural ce que j'énonce là, mais son cas vraiment exprimait ça. Et donc, elle a une conscientisation. Elle a une haine notamment des riches, de ceux qui profitent, de ceux qui vivent de leur rente, etc., de ceux qui la caricaturent parce qu'elle élève ses enfants, parce qu'elle n'a plus de travail, et voilà. Donc tout ça, elle en a conscience. Mais la politisation, il y a un problème, c'est qu'il n'y a personne qui lui ressemble près de chez elle, qui a son accent, qui a son exis. Elle fustige notamment le fait que quand on pose une question à un politique, il ne répond pas, il commence par des paraphrases, etc. C'est des choses toutes bêtes. Quand on fait du média training et tout, on vous apprend ça pour ne pas vous planter, mais n'empêche qu'elle, c'est viscéral. Si c'est pas spontané, si ça sort pas, si c'est pas quelqu'un comme moi qui est cash et qui parle comme moi, je suis pas. C'est pour ça que la politisation, elle va venir aussi. Il y a les grands discours, mais il y a qui l'incarne. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra une jeune énervée comme elle pour qu'elle se reconnaisse dedans? Sinon, c'est mort. Et pour moi, il est là le passage. Plutôt que dans les slogans ou vraiment essayer des petites stratégies, c'est vraiment à qui on laisse la place. Mais bon, là encore, je peux me tromper, mais je pense que ça fait partie du problème. Je veux bien réagir rapidement sur le... Je veux bien réagir sur le droit de vote à 16 ans. En tout cas, le mettre en place aussi seulement pour que ça fasse baisser le taux d'abstention chez les jeunes, ça serait pour la mauvaise raison. Surtout aussi si on doute de la capacité des jeunes dès 16 ans de pouvoir voter. En tout cas, on a pu observer ça sur le BAFA parce que depuis un peu plus d'1 an, on peut passer son BAFA, donc un diplôme pour animer bénévolement ou volontairement de manière ponctuelle et pas professionnelle. Avant, on pouvait le passer à 17 ans et maintenant c'est à 16 ans. Et du coup, dans les discussions avec le gouvernement, c'est comment on va pouvoir faire confiance à un jeune de 16 ans pour pouvoir avoir la responsabilité d'un groupe de jeunes plus jeunes que lui.
Et en fait, il ne fallait pas le passer à 16 ans. C'était pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent avoir le BAFA et animer. Enfin, faire ce choix-là, du coup, il faut pouvoir pas faire de différence de maturité par rapport à l'âge, quoi. Ça me fait penser à quelque chose. C'est drôle parce que dans mon équipe, je suis le plus jeune. Du coup, genre, j'en ai un, il a 34 ans. J'en ai un autre, 28, 2, 28. Et en soi, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que l'âge, en fait, ça joue pas tant que ça, en fait. C'est plutôt notre rapport à chacune et à chacun par rapport aux autres et à ce qu'on se sent de faire. Et c'est pour ça que dans le programme de la France Insoumise, on propose le droit de vote à 16 ans. Mais s'il y a des jeunes qui disent « nous, on se sent pas de le faire », bah très bien, n'y va pas de souci. Et voilà, nous, ce qu'on propose assez simplement. Alors ensuite, se pose la question de qu'est-ce qu'on met tout autour. Et c'est ça, en fait, pour moi, le principal. Le débat, c'est pas est-ce qu'on le met à 16 ans ou à 18 ans. Pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on reforme le programme scolaire pour qu'à 16 ans, les jeunes se sentent en capacité d'exercer l'un des actes de la citoyenneté, c'est-à-dire le vote. Et donc de l'avoir à 16 ans. Pour moi, c'est ça la question principale. Sur la question conscientisation, politisation, j'ai pas forcément toutes les réponses. Parce qu'il y en a plein. Déjà, premièrement, militer. Aller choper quelqu'un, un jeune à la sortie de la gare, bon, souvent on rentre, on a la flemme. Parfois, je suis désolé, mais j'ai pas pris les tracts de tous les camarades, quoi. Je rentre de l'école, mais parfois on arrive à avoir un jeune et on arrive à dire voilà, je viens de parler de la réforme des retraites. Quoi, c'est quoi la réforme des retraites? C'est un truc qu'ils ont fait passer par 49.3. Attends, c'est quoi le 49.3? Explique-moi. Bah, c'est un truc ultra autoritaire. Et je pense qu'en tant que militant politique, déjà une de nos premières missions quand on a des jeunes et qu'ils sont conscients, mais qu'ils n'ont pas la connaissance de la pratique institutionnelle, c'est de leur expliquer tout simplement. Et après, les jeunes ne sont pas stupides, hein. Je pense qu'ils sont comme la majorité des Français, ils sont contre le 49.3, ils sont contre la réforme des retraites. C'est juste qu'il faut qu'on fasse le boulot que l'école n'a pas fait juste avant. Quand je parle de l'école, je parle des ministres, pas les profs qui ont juste envie d'essayer d'apprendre correctement aux élèves, mais il est là le fond du sujet. Et enfin, il y a aussi d'autres méthodes, et c'est ce que je m'acharne à faire, c'est d'essayer de faire rentrer la politique dans leur smartphone, en n'utilisant pas les codes de la politique, en utilisant la paraphrase qu'on nous apprend en média training ou de quoi. Non, c'est de rentrer, d'utiliser les codes des réseaux sociaux et de rentrer dans le téléphone comme ça. Et j'irai même un peu plus loin. Il y a beaucoup de jeunes qui disent on ne se sent pas représenté parce que de toute façon il n'y a pas de jeunes à l'Assemblée. Bon, je n'ai pas la prétention de représenter tous les jeunes, mais il y en a plein qui m'ont dit bah là au moins ça fait plaisir, quoi. On n'attendait pas d'en avoir au Sénat, mais moi j'ai pas le droit de me présenter au Sénat, hein. Donc il nous reste que ça. Mais c'est aussi ça, je pense que parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle et la politique, ça se fait pas que à l'Assemblée nationale. Ça se fait un peu partout, dans l'assaut, dans la ville, le conseil municipal. Ça peut se faire un petit peu partout. Et quand d'autres jeunes qui sont pas politisés voient d'autres jeunes militants faire ce que vous faites aujourd'hui, que vous les approchez, que vous leur dites mais c'est pas grand chose, tiens je t'explique et tu vas voir que tu es capable de le faire aussi. C'est comme ça qu'on les ramène de la conscientisation à la politisation. Voilà. C'est le moment de raccrocher. Enfin bref, donnez des tracts et faites des TikTok. On va continuer, on n'a pas fini. Si vous voulez répondre. Oui, alors du coup, je vais essayer de faire un peu plus court pour qu'on puisse prendre d'autres questions, vu qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui ont déjà été apportés sur les questions qui ont été posées. Et je souscris en beaucoup de points sur la question de la reproduction sociale et à quel point les dernières réformes renforcent notre déterminisme et le fait qu'on va peut-être occuper les mêmes métiers que nos parents. Mais je pense aussi qu'on est une génération qui est beaucoup plus diplômée que les générations précédentes, mais ça ne se retrouve pas forcément dans nos conditions de vie. Et du coup, je me permets une petite blague parce que si vous avez un peu suivi l'actualité en ce moment, il y a Médine qui est en conférence aux universités d'Europe Écologie Les Verts. Et du coup, je vais me permettre de le citer parce que moi, j'étais très contente de cette invitation. Il disait on n'est plus diplômé que nos parents et pourtant on est plus pauvre qu'eux. Et je pense que ça veut dire beaucoup aussi sur la manière dont les jeunes abordent en fait leur avenir. Non, pardon, je me suis perdue dans mes explications, ils m'ont dit de faire court. Peut-être juste, oui, sur la question conscientisation et politisation.
on disait tout à l'heure que c'était mes 15 derniers jours en tant que représentante des jeunes écologistes. Et hier, j'ai fait mon discours d'adieu auprès des adhérents de l'organisation. Et j'ai consacré une bonne partie du discours à leur dire que c'était super d'avoir beaucoup de vœux pieux en disant il faut qu'on aille militer dans les quartiers populaires, il faut qu'on aille parler aux jeunes de la ruralité, etc. D'ailleurs, la manière dont les choses sont abordées sont souvent assez abstraites parce que pour la plupart, les jeunes en fait, ne viennent pas de ces milieux. Et du coup, c'est un problème aussi dans la manière dont on appréhende notre militantisme. Et du coup, j'ai passé une bonne partie de mon discours à leur dire qu'il fallait aller sur le terrain et qu'il fallait surtout écouter ce que les jeunes avaient à nous dire, parce que nous, en fait, vu qu'on n'a pas forcément ces quotidiens-là, on n'a pas forcément les réponses à apporter. Et je pense qu'arriver aussi en disant je vais t'expliquer la vie, je vais t'expliquer pourquoi tu as tort de ne pas aller voter, tu as tort de ne pas aller venir militer avec nous, c'est pas forcément la bonne approche. Et voilà, peut-être finir là-dessus. Je pense qu'on doit vraiment écouter ce que les jeunes ont à nous dire pour ensuite apporter les bonnes réponses. Non, pour répondre à la question, oui. Enfin, après, si on veut partir sur une thèse bourdieusienne, effectivement, il y a de la reproduction sociale, ça a toujours été le cas. Il y a des élèves qui arrivent à 6 ans qui ne savent pas lire et d'autres qui savent lire. C'est un fait. Après, on peut effectivement s'attaquer à l'héritage culturel, mais je ne pense pas qu'en tant que syndicat lycéen, on puisse réellement changer le système tout de suite, comme ça, d'un coup. En revanche, le constat qu'on peut faire, c'est que dans les organisations politiques, qu'elles soient politiques effectivement et syndicales, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu de lycéennes et de lycéens de la filière professionnelle. C'est un fait, parce que, après on a aussi qu'à regarder dans les organisations professionnelles, c'est que les ouvriers sont moins bien représentés aujourd'hui que les cadres dans les organisations syndicales, parce qu'il y a une forme de dépolitisation de ces dernières. En revanche, je pense qu'effectivement, ça ne sert à rien de rester dans cet entre-soi intellectuel, comme vous l'aviez dit. Je pense que ça ne sert strictement à rien. Et effectivement, d'aborder ça en disant « Ouais, on va dans les quartiers populaires, on va dire « Salut à toi, jeune quartier populaire, viens militer avec nous », effectivement, ça ne sert pas à grand-chose et ça ne marchera pas réellement. Et je pense qu'il faut juste accorder les problèmes accorder les problèmes qui définissent ces quartiers. Par exemple, on entend souvent Macron dire que le grand problème de la jeunesse, c'est l'écologie. Alors oui, certes, c'est un grand problème, il faut s'en occuper, mais la réalité, c'est que moi, j'habite à Vitry, dans le Val-de-Marne, et que l'écologie passe en second plan. Le vrai problème, dans les quartiers populaires, aujourd'hui, ça ne va pas être forcément l'écologie, ça va être les violences policières. Quand on sait que des élèves, des camarades à moi peuvent se faire tabasser en garde à vue sans aucune raison, le vrai problème c'est la violence policière. Ça va être l'inflation, quand on sait que là il y aura plus 10% sur les fournitures scolaires à la rentrée, alors que les APL manquent que de 5%. Ça va être le fait de voir ses parents, son papa, sa maman galérer en fait en rentrant à 21h le soir ou alors en partant le matin à 5h du matin et que ces élèves, quand ils étaient enfants, n'ont pas pu les voir. C'est ça les vrais problèmes et il faut s'intéresser à ça, il faut parler de fond, il faut expliquer que nous, on peut essayer de changer ça parce qu'on est des forces progressistes de gauche. C'est pas en expliquant « Coucou petit jeune de quartier populaire, je vais t'apprendre la vie ». Oui, ça va être très très court. Bonjour, je m'appelle Binta, je suis éducatrice. Du coup, j'ai travaillé dans différentes cités de France, notamment une des plus grandes cités de France qui est au Val-Fouré. Et je voulais juste revenir sur quelques éléments que vous avez dit. Les violences policières, elles ont toujours existé. Sauf qu'auparavant, on ne faisait pas forcément attention, mais elles ont toujours existé. On est toujours confronté à des violences institutionnelles. Ça a toujours été le cas. Et moi, il y a une question que je me pose, même par rapport à mon métier. C'est comment dire aux jeunes d'aller voter alors que pour eux, en fait, ils subissent des violences perpétuelles, notamment dans les institutions, quand on voit l'état de leurs écoles, notamment quand ils se font tabasser du coup par la police et par plein d'autres choses. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Surtout quand ils me disent qu'en fait, on n'est pas réellement dans un pays des droits de l'homme, mais on est dans un pays des droits de l'homme blanc. Il faut même une distinction par rapport à ça. Donc c'est la question que moi je me pose, et moi et mes collègues. Merci. Court. D'abord, je souhaite une longue carrière politique à notre ami de ELV. Parce que ça fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un de ELV parler comme ça de la NUPES, et c'est pas si fréquent en ce moment. Je souhaite...
Je remercie aussi beaucoup Benoît Coquart, parce que je vis à la campagne et ce que tu décris, je le vis tous les jours et je ne l'avais jamais entendu formuler comme cela. Donc moi, je ne suis pas jeune, comme ça se remarque, et on a toujours ce problème de comment on parle aux jeunes en Saône-et-Loire où il n'y a pas d'université, où il y a les jeunes agriculteurs qui font 1,80 m au carré et qui te regardent comme si tu ne savais pas couper une rose. Voilà. Donc, la suggestion que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, on nous dit « les élus ne nous représentent pas ». Mais d'une certaine façon, ils ont raison. C'est-à-dire que même nos jeunes députés, dont on fait la promotion et qu'on admire, vous êtes contraints à une vie qui ne fait pas envie et qui ne ressemble pas à la vie de tout le monde. Je trouve que face à tous ceux qui disent qu'il devrait y avoir moins d'élus, moins de députés, nous devrions avoir une position tout à fait radicale opposée à ça. On devrait avoir le double de députés. On devrait avoir les suppléants qui prennent la place également. On devrait avoir des députés qui peuvent rentrer chez eux, qui fassent la vaisselle, qui fassent leurs courses, qui ne travaillent pas la nuit. Comment voulez-vous ? On passe tellement de temps à expliquer, oui, ton député, il n'était pas à l'Assemblée, mais il ne peut pas être à l'Assemblée, en commission, sur le terrain. Il y a toujours des reproches à lui faire. Je pense que sur la vie de député, sur la vie du représentant des élus, il y a un travail de fond à faire au niveau de la FI. Bonjour. Du coup, moi, j'ai été pas mal touché par la question de la fierté. En fait, j'ai été pas mal touché par ça parce que c'est un truc qui m'a pas mal parlé. Alors, c'est vrai que je suis plus trop jeune. Enfin, en tout cas, pour certains, je suis vieux, pour d'autres, je suis jeune. Ça dépend de la période, quoi. Et en fait, je pense qu'on oublie que ça soit en milieu rural, en quartier urbain, en fait, quand tu as vu toute ta vie, en fait, que tu étais dans le camp des perdants, quand toute ta vie, tu as été dans le camp où tes parents, ils ont abandonné, ils ont arrêté de voter, ils ont arrêté de travailler parce qu'ils étaient dans le camp des perdants. Quand toute ta vie, tu n'as vu que ça, en fait, un jour, tu as envie d'être dans le camp des gagnants, en fait, quoi. Et quand l'image de la télé, quand l'image au sport, quand l'image des concerts de musique, enfin tout ce que tu vois, entre autres aussi sur les smartphones, parce que moi, je suis d'accord avec toi sur les smartphones, mais il y a aussi du mal quand même dedans. Et en fait, tu as envie d'être dans le camp des gagnants. Et en fait, la question que j'ai envie de poser, et en fait, j'attends pas vraiment de réponse parce que vous y êtes pour rien, mais la question de la fierté, c'est comment on réfléchit à ça. Comment on réfléchit à se dire, en fait, la stratégie qu'on va mettre en place, la stratégie, que ce soit pour les élections municipales, ou même juste dans un milieu associatif, c'est comment on va redonner la fierté d'être là-dedans, comment on va redonner la fierté de vivre là, comment on va redonner la fierté de ça. Bref, j'insiste sur ce point-là, c'est comment on redonne envie aux gens de croire qu'ils ont le droit d'être fiers de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Moi, il y a pas mal de choses qui ont fait écho dans tout ce qui a été dit. Du coup, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais moi, je suis ouvrière agricole de métier. Et du coup, c'était un peu bizarre, quoi, pour les gens quand j'ai commencé quand j'ai fait campagne et que j'ai dit je me présente pour être députée. Et c'est vrai que localement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit après ouais, mais en fait, vas-y, continue, parce que, alors, premier abord, les gens m'ont dit ouais, mais t'as pas d'expérience en politique, tu n'y arriveras jamais, comment tu vas faire pour débattre contre l'ancien député? Et en fait, ça m'a reboosté et je me suis dit mais en fait, ta gueule, j'y vais. Et du coup, j'ai fait une campagne de terrain à fond avec mon suppléant qui était ancien ouvrier de la métallurgie, artisan boulanger aujourd'hui. Et du coup, le fait d'être jeune, ouvrière agricole, après, il y a eu beaucoup de discours derrière de gens qui disaient « Ouais, mais c'est super, parce que Mathilde, elle fait un métier comme nous et elle parle comme nous. » Du coup, on la comprend, en fait, quand elle parle. Et du coup, les débats avec mon opposante, elle s'est tirée une balle dans le pied toute seule. Parce qu'en fait, elle me parlait
comme une politicienne, en donneuse de leçons. Et donc, il y a plein de gens qui ont trouvé ça détestable. Et moi, j'avais beau être une brêle en débat politique à la télé ou à la radio, mais juste, elle se tirait une balle dans le pied toute seule, en fait. Et donc, voilà. Et il y a juste une expérience que j'ai vécue pendant la campagne et qui fait écho à ce qui a pu être dit sur... du coup, moi, je suis nulle en réseaux sociaux. Donc, moi, je suis pas sur TikTok et tout ça. Et moi, je vais plutôt, pour le coup, j'essaie de garder le plus possible de temps sur ma circo. Si je peux retourner bosser à la ferme, je vais retourner bosser à la ferme. Et il y a un truc qui m'a marqué pendant la campagne, c'est que je vais faire du porte-à-porte dans une toute petite commune où il n'y a jamais de politique qui se déplace là-bas. Et on finit par aller boire un coup avec les militants au bar. Et du coup, je discute avec la patronne et elle me dit, au premier abord, hyper froide. Et elle me dit, ah ouais, bon, mais moi je fais pas de politique. Et puis je fais pas de politique. Et puis après, ça déroule. Mais quand même, nous, on n'est pas aidés en milieu rural, etc. Et puis, elle dit, puis je vote ni à gauche ni à droite, mais c'est vrai que vous, c'est la première fois qu'il y a une candidate qui vient chez nous à Saint-Péran et dans mon bar et tout ça. Et puis, du coup, au final, on reste à discuter. Et on boit une bière, 2 bières, et puis il y a... non, pas moi, parce que j'étais bien enceinte à ce moment-là. Et puis, il y a des jeunes qui arrivent un peu habitués, qui jouent aux fléchettes et tout. Et puis, il y en a un spécimen qui dit « Oh là là, les politiques, ouais, tous des connards, et puis tous des pourris, et puis voilà. » Et puis les copains qui disent « Oui, bah, de toute façon, toi, tu peux plus voter, t'es pas inscrit sur les listes électorales. » Et ça, c'est, je pense, un des leviers qui, nous, à gauche, on a fait pendant des années et qu'il faut qu'on continue de faire, c'est continuer à accompagner les gens pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Et ça, c'est déjà un levier pour lutter contre l'abstention. Et donc, ce jeune-là, on passe la soirée comme ça au bar, et puis à la fin, il part. Et puis, moi, je lui dis, bon, si je suis élue, promis, je reviens faire la fête dans le bar. Et puis lui, il me dit, bah, tu vois, moi, je regrette de pas être inscrit sur les listes électorales parce que sinon, j'aurais voté pour toi. Et puis, et du coup, j'ai été élue. Donc, je suis retournée dans ce bar j'avais fait une réunion publique dans cette commune. Je suis retournée dans ce bar faire la fête. Et ce jeune-là était là. Et du coup, en fait, super ravie parce que j'avais tenu ma promesse. Et donc maintenant, si je retourne, quand j'ai fait la réunion publique, il y avait l'affiche de la réunion publique derrière le comptoir du bar. Et donc, ce sentiment de fierté aussi, il est un peu là, je trouve. Parce que à la fin, moi j'étais fière de voir que j'avais un peu réussi mon coup. Et puis les gens du bar, quand ils voient l'affiche, il y en avait un, il disait « Oh, une politique !» Et puis il y a les jeunes que j'avais rencontrés qui lui ont dit « Ah non, mais Mathilde, c'est pas comme les autres. Donc tu la traites pas comme ça, d'accord ?» Et donc voilà, la petite histoire et que je trouvais assez chouette. Non, déjà sur la question des violences policières, effectivement, avant c'était pas médiatisé. Il y en a toujours eu, on les a toujours vues, les violences policières. Enfin non, justement, on les a pas toujours vues. Parce que c'est seulement à partir du moment où il y a eu les gilets jaunes qu'on a commencé à voir les violences policières. Et grâce effectivement aux smartphones et aux réseaux sociaux. Après, comment on donne envie d'aller voter ? Je pense que c'est assez compliqué de donner envie d'aller voter quand, par exemple, pour prendre mon cas, un de mes camarades sur lesquels on était sur le même blocus se fait embarquer par la police qui se dit républicaine et qui ensuite passe 4 heures au poste où il se fait défoncer la gueule. Effectivement, ça ne donne pas confiance pour aller voter dans une démocratie qu'on croit en fait brisée, en fait, avec des violences policières et un racisme systémique dans la police. Mais je pense que c'est à nous maintenant de lâcher ce politico-correct ce côté très politique à vouloir dire oui, je vais t'apprendre ci, je vais t'apprendre ça, et d'écouter les problèmes en apportant des solutions. Parce que sans faire ça, en fait, et si on se concentre uniquement sur les problèmes d'une certaine catégorie de population, on n'y arrivera pas. Il faut écouter les personnes, parce que chacun n'a pas les mêmes problèmes. On peut aller dans le 93, il n'y aura pas les mêmes problèmes que dans les Deux-Sèvres. On peut aller à Marseille, il n'y aura pas les mêmes problèmes qu'à Lille. Et il faut les écouter, il faut les prendre en compte et apporter des solutions. Et ensuite, sur la question de la fierté, je pense que c'est très simple. Effectivement, actuellement, ceux qui ont gagné, entre guillemets, même si ils ont juste gagné une bataille, les macronistes, effectivement, ils ne se sont pas vraiment bougé le cul pendant cette réforme des retraites. Ils n'étaient pas là, comme nous, militantes et militants, à se lever à 5h du matin pour aller faire un blocus. En tout cas, nous, à la Fidèle. En revanche, certes, on a pour l'instant perdu, mais
Nous, au moins, on peut se regarder dans le miroir et se dire on s'est battu pour quelque chose de bien. Eux ne peuvent pas. Parce qu'à cause d'eux, ils ont pour l'instant gagné, mais à cause d'eux, il y a des gens qui sont encore plus précaires. Et donc je pense que maintenant, c'est à nous d'essayer de gagner, et en plus de ça, de pouvoir se regarder dans le miroir en se disant on est belle, on est beau, on a fait un beau truc. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ou pas? Je veux juste répondre à la question sur la vie du député et après on va devoir laisser l'espace. Déjà, quoi répondre à ces jeunes qui disent on n'est pas dans un pays des droits de l'homme, on est dans un pays des droits de l'homme blanc. Ce qu'on peut leur répondre, c'est qu'il y a une force politique qui est d'accord avec eux, c'est la France insoumise. Nous, on le sait, on s'en cache pas, c'est une évidence. Il y a un racisme systémique dans ce pays qui non seulement se traduit, on en a beaucoup parlé par les violences policières, mais pas que, par rapport à l'accès à l'éducation. Je ne parle pas uniquement de l'enseignement supérieur, mais je parle même du lycée, de la voie générale, où je me rappellerai toujours quand j'étais en 3e, où on nous a dit toi tu vas en général, toi tu vas en pro, toi tu vas en général, toi en pro, toi tu vas en pro, toi tu vas en général. Et j'étais stupéfait de voir qu'on était une ultra majorité de blancs à aller en pro et que tous mes amis renois et tous mes amis rebeux, ils avaient été envoyés en voie professionnelle. Voilà, ça, oui, bah moi j'ai pas peur de le dire, je suis à la France insoumise, oui j'en ai conscience et on y mettra fin. Mais par exemple pour l'accès au logement. Donc en fait, je pense qu'on peut leur répondre que, premièrement, la France insoumise, elle est d'accord avec ça et qu'on va se bouger dessus. Et sur la question de la vie du député, je ne sais pas si la dame qui posait la question est toujours là. Alors là, si jamais il faut me laisser des nuits pour dormir, mais je vous applaudis, merci beaucoup. Mais le truc, c'est que ce n'est pas nous qui allons répondre à cette question, à combien est-ce qu'il faut de députés ou pas. C'est vous. C'est l'Assemblée constituante, dans laquelle moi, puisque j'ai déjà été élu dans la Ve République, j'aurais pas le droit d'y siéger dans cette Assemblée constituante. Donc je suis d'accord et j'espère que vous serez élu de cette Assemblée constituante pour la VIe République et que vous pourrez justement expliquer et essayer de convaincre pour qu'on ait plus de députés et que ma suppléante puisse me remplacer la nuit. Voilà. Oui. D'accord, très bien. Vive la constituante. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes et à tous et à tous nos intervenants et bons amphis et bonne soirée à toutes et à tous.